Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur ce plateau pour suivre en direct l'émission Le Thermomètre de la RDC, une émission de débat et d'analyse sur l'actualité nationale. La rencontre de Félix Tshisekedi avec Emmanuel Macron pour renforcer une coopération bilatérale, le départ souhaité de la MONUSCO par la population de Béni et comme mot de la fin, une analyse sur le programme du Premier ministre Sama Lukonde au Parlement. Voilà les thèmes dont nous débattrons avec Félix Kayembe, communicateur de l'UDPS, Union pour la démocratie et le Parti social, le parti au pouvoir, Russell Mutoke, communicateur également de l'UDPS, et M. Jérémy Moulard Ilunga, analyste politique. Bonjour messieurs. Bonjour. 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 Félix Tshisekedi a rencontré le président Macron le 27... Voilà, j'essaie de détacher mes papiers. Voilà, le 27 de ce mois, à Paris, c'était enfin une rencontre pour renforcer une coopération riche en dossiers bilatéraux. Volonté de développer la coopération économique, opportunités offertes à la jeunesse congolaise pour les programmes d'éducation et de santé et de création d'activités économiques, politiques, aussi de francophonie. Monsieur Jérémy, qu'est-ce que la France a à offrir à la RDC en matière de coopération économique? Merci d'abord, bonjour. Bonjour. La France a à offrir à la RDC l'expérience. Vous savez que la France est une vieille démocratie qui date de très longtemps. Donc, ce que nous passons aujourd'hui, les turbulences qu'a connues la RDC, on ne va pas dire que la France en est extraite. Non, elle a subi aussi des programmes, des histoires. Mais en fait, aujourd'hui, partant de cette expérience-là, la France peut partager avec la RDC l'expérience, et ce qui est vrai aussi, nous sommes potentiellement riches, je pèse bien mes mots, potentiellement, mais la France a quitté le stade de potentiel pour matérialiser. Et ils ont quand même beaucoup qu'ils peuvent nous donner, mais ce que moi j'ai aimé, je relevais, c'est les niveaux de la diplomatie du président de la République. Sur le plan diplomatique, le président de la République a fait une percée. Je ne dirais même pas une percée, il a brisé. Il a brisé un mythe parce que ça fait longtemps qu'on ne pouvait pas voir une conférence de presse conjointe entre un président africain, bien que Macron a dit qu'il le reçoit en tant que président de l'Union africaine, mais apparemment, à les entendre parler, ils ont plus parlé de la coopération bilatérale entre la RDC et la France. Donc aujourd'hui, si la France peut traiter à égal avec la RDC sur le plan diplomatique déjà, c'est un coup de maître que le président de la République a pu réussir. Donc de ce côté-là, je dis chapeau bas, chapeau bas. On n'est pas là seulement pour critiquer, dire ce qu'on peut dire qui est nuisible, mais quand il y a quelque chose, une avancée, il faut taper le poing dessus et dire que ça c'est une bonne chose. Et moi d'ailleurs, je l'ai dit sur ce plateau que vous m'excuserez, l'ancienne ministre des Affaires étrangères était sous l'ombre du président parce que le président faisait pratiquement le travail qu'elle devait faire. Mais je crois que ça ne sera pas le cas avec l'actuel Le Pen, parce que je sais que c'est un homme bouillant et il est aussi fort parce qu'il s'occupait aussi de la coopération parlementaire. Je crois que c'est un homme rodé et surtout que c'est aussi un ancien allié. Donc, moi, je crois que c'est une bonne chose. On a beaucoup à avoir de la France et la France aussi a beaucoup à prendre de la RDC. Voilà, ça c'est la question que je vais renvoyer à Félix Kayembe, qui est communicateur de l'IDPS, mais sans oublier qu'il est économiste aussi de formation. La RDC a beaucoup à offrir à la France en matière de coopération économique, mais dites-moi Félix Kayembe, avec cette économie faible en ce moment que nous avons, que pouvons-nous prétendre donner à la France? Merci beaucoup, Madame Lilas, pour la question. Je pense que
notre économie, oui, elle est faible à ce stade, mais c'était juste une question de voir comment est-ce qu'on devait voir comment diversifier cette économie. J'ai toujours réfléchi sur cette question économique. Je me dis, longtemps nous avions brandi nos minéraux, longtemps nous avions brandi nos premières matières en termes de cuivre, minerai et diamants, mais vous allez vous rendre compte que ça a toujours démontré une certaine limite. Lorsque vous arrivez sur les marchés internationaux, quand il y a baisse, automatiquement, ça impacte aussi la République du Congo négativement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la capacité de produire, de transformer la matière première en produit fini. Et quand vous n'avez pas les produits finis sur votre marché, les prix n'est pas les mêmes par rapport à la matière première. Moi, je pense qu'à ce moment ici, nous avons beaucoup à offrir à la France, tout simplement parce qu'il faut dire d'abord que nous sommes les détenteurs de la matière première. La France a les industries modernes qui arrivent même à transformer pour qu'on puisse avoir les produits finis. Donc nous devons maintenant, nous, à notre niveau, revoir d'abord les codes miniers qu'on avait déjà revu, je crois, en 2016 ou 2017 par le sénateur à vie, Joseph Kabila, et dire, cette fois-ci, nous devons traiter 50-50 avec la France. C'est-à-dire, on nous offre l'expertise en termes de la transformation de la matière première et nous donnons la matière première pour que nous puissions avoir au moins des devises. Mais aussi, parlant de la matière première, comme je l'ai dit ici, ça a déjà démontré certaines limites. Nous devons diversifier nos ressources en termes même de nos champs, des terres arabes que nous avons. Si nous pouvons peut-être à un certain moment donner aussi certains espaces à la France, parce qu'il faut dire qu'on a des machines à transformation en termes de produits agricoles. Je pense que nous pouvons aussi donner. Vous dites donner certains espaces à la France, vous voyez ça, parce que quand on dit donner, ce sont des choses qui titillent un peu. Donner, ce n'est pas en termes gratuits, comme si nous, on n'aura pas. C'est-à-dire, nous pouvons vous donner les espaces et vous faites les champs en termes, je ne sais pas, agricoles, dans les différents produits alimentaires. Et nous avons les pourcentages, ça reste au pays, nous consommons et nous achetons ça à moindre prix. Prenez l'exemple, madame, de Bokanga Lonzo. Bokanga Lonzo, vous savez que ce n'était pas à 100% pour l'État congolais. Nous étions avec le Sud-Africain. Mais on nous dit, quand on a eu à produire, une grande partie des produits prenait la direction de l'Afrique du Sud. Mais si vous dites à la France, écoutez, nous avons des espaces que nous voulons utiliser. Vous pouvez aussi utiliser ces espaces-là avec les tracteurs, avec des machines à une haute technologie en termes de transformation. Et donc, ça va rester en République du Congo et la France aussi à sa part. Mais dire aujourd'hui que l'économie est en baisse, c'est aussi, Madame Lilas, parce qu'on n'a pas eu à travailler comme il se doit les PIB, donc les produits intérieurs bruts. C'est parce qu'on reconnaît la richesse d'un pays par son produit intérieur brut, ou soit par PNB, produit national brut. Et donc, c'est à nous maintenant de travailler fort pour que nous puissions accroître notre PIB, afin que nous soyons à même de répondre aux termes des budgets qui sont alloués à la République du Congo. Parce que vous allez vous rendre compte, Madame Lilas, qu'à chaque fois que l'on vote les budgets, c'est pour dire, écoutez, 50% va venir de l'extérieur. Et 50%, c'est l'intérieur qui doit être travaillé. Mais pourtant, il faut savoir que le budget a un caractère national. Et quand vous votez les budgets, c'est pour que vous-même vous puissiez d'abord produire, que vous puissiez réaliser cela, parce que le budget n'est qu'une prévision. Et donc, vous devez travailler pour réaliser cela. Moi, je suis content du fait qu'il y a eu ce bousculement d'abord de la coalition FCC Cash avec l'Union Sacrée, ces gens qui vont se mettre au travail pour que nous puissions avoir l'économie imposante, donner les meilleurs de nous-mêmes au monde entier. Monsieur Hussein Mutoke, opportunité offerte à la jeunesse congolaise, c'était parmi les dossiers aussi traités entre les deux présidents Macron et Félix Tshisekedi. Opportunité offerte à la jeunesse congolaise pour les programmes d'éducation, de santé, de création d'activités économiques. Alors moi, la question que je me pose, l'expérience a prouvé avec le temps que lorsque on prend des jeunes ici pour les envoyer en Europe, enfin de poursuivre une certaine formation, il y a toujours eu une fuite de cerveau vers l'étranger. Ces jeunes préfèrent rester là-bas au lieu de rentrer au pays pour enrichir. Comment pensez-vous que cette fois-ci, il faudrait procéder pour pouvoir garder ces cerveaux ici dans notre pays?
Madame, il faut ici préciser que autrefois les pays avaient souffert de trop de problèmes au niveau de l'encadrement de la jeunesse, n'est-ce pas? Et vous verrez même que c'est pour ça que lorsque nous avions eu beaucoup de cerveaux, comme vous l'aviez dit, qui s'est distingué à l'étranger, ne voulaient plus revenir au pays, justement parce qu'il n'y avait pas cette politique d'encadrement de la jeunesse. Mais cette fois-ci, nous voyons qu'il y a tout un ministère de la jeunesse qui désormais sera gouverné, je peux dire, géré par le ministre Bonkoulou. Cette fois-ci, nous avons en face de nous un gouvernement des Warriors. Ça veut dire qu'on a plutôt misé sur la compétence, n'est-ce pas? Et vous vous souviendrez que le ministre Bonkoulou a été président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, Tshisekedi. Et donc, vous voyez que dans ces secteurs-là déjà, il y avait eu un sérieux problème, surtout quand il faut avoir la question avec les PME, et puis aussi toutes ces intelligences, notamment que nous voyons à l'ISTA et consorts, qui produisent de réalisations énormes en termes de technologies. Oui, mais qui ne sont pas accompagnés parce que le ministère de la recherche scientifique et tout qui ont un sérieux problème n'est pas doté comme il le faut. Parler de l'accompagnement du gouvernement. Ouais. Ça, ce sont des choses. Mais nous avions vu le président marteler beaucoup plus sur ça, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qu'il y aura notamment comment on dit, une réserve au niveau des banques que l'État va prévoir pour soutenir ses activités au niveau de la jeunesse. Mais seulement, il faut aussi souligner que la jeunesse est cette crème qui présage un lendemain meilleur pour un pays. Raison pour laquelle, vous voyez, cet encadrement de la jeunesse est nécessaire pour le pays. Mais madame, il faut souligner ici, je voulais revenir sur la question que vous avez posée à nos amis, sur cette question de l'économie, ce que pouvait apporter la France à la RDC, ou de la RDC à la France, vice-versa. Il faut souligner ici que la France est la 6e économie mondiale, n'est-ce pas, juste après les États-Unis. Et il faut souligner ici que quand vous voyez par exemple le produit intérieur brut de la France, vous voyez que c'est déjà au-delà des 3 milliards de dollars, n'est-ce pas? Vous avez, quand vous regardez par exemple le problème de cette affaire de l'exportation, n'est-ce pas, des biens et services, vous verrez que la France est au-delà de 519 milliards d'euros, n'est-ce pas? Et la RDC, je ne sais pas, depuis beaucoup de temps, nous avions souffert de beaucoup de problèmes quant à la production intérieure. Et vous savez que même sur le plan de l'exportation, nous avons pratiquement des sérieux problèmes parce que lorsque l'on a évoqué la question de la ZLECAf ici, il s'est posé un problème aussi où certains disaient que nous n'avions pas beaucoup plus de positions à l'interne, ce qui va poser des problèmes parce que nous serons butés à un problème où nous serons en train de plus importer qu'exporter, n'est-ce pas? Donc en termes de devises aussi, ça sera une fuite des capitaux, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que beaucoup d'analystes dans ce domaine-là étaient un peu dubitatifs quant à l'accord de la ZLECAf. Mais je sais qu'avec cette nouvelle politique qui est en train de booster les chefs de l'État, notamment avec l'agriculture, n'est-ce pas? Lorsque le chef de l'État a parlé de la revanche du sol sur le sous-sol. Et il vous souviendra aussi que le Premier ministre, lorsqu'il est arrivé, il a pris à bras le corps cette même politique parce qu'il a dit qu'il faut diversifier l'économie, n'est-ce pas? Parce qu'il faut dire ici que notre économie était plus basée sur les minéraux que d'autres secteurs, notamment comme l'agriculture. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a des bonnes politiques. Et je crois qu'avec ce beau gouvernement des Warriors, il y aura beaucoup de changements et que nous aurions, mais seulement, c'est qu'il faut retenir, c'est que c'est une très grande expérience que nous pouvons obtenir de la France du point de vue d'abord de la grandeur de son économie et de cette classification que la France occupe. Ce sont comme ça des choses. Mais madame, il faut spécifier aussi que
la mission du chef de l'État d'abord était spécifiquement dans le cadre d'une conférence entre la France et l'Afrique, n'est-ce pas? Et comme actuellement nous sommes détenteurs du mandat de l'Union africaine, je crois que c'était dans ce sens-là aussi où l'objectif c'était aussi la France a parlé de soutenir l'Afrique en termes de cette récession de l'économie après la Covid, n'est-ce pas? Oui. Et puis il faut aussi souligner que le chef de l'État a aussi pointé sur la question de l'Est de la RDC, où la France a bien sûr, les questions va apporter son soutien comme elle l'a toujours fait. Voilà, Monsieur Jérémy, le président Félix Tshisekedi compte sur la France pour en finir avec la guerre à l'Est. Alors, pensez-vous que celle-ci nous fournira une aide à l'échelle de nos attentes alors que la MONUSCO, qui est composée de plusieurs forces, n'y arrive pas? Vous savez, en matière de coopération militaire, il y a beaucoup d'exigences. La MONUSCO a une mission qui lui a été donnée par les Nations Unies, mais ce serait différente, hein? Les missions seraient différentes peut-être de la coopération que la France va tisser avec nous sur le plan militaire. Vous savez, lorsque un pays va chercher de l'aide, ce n'est pas parce que ce pays-là n'est pas aussi fort que l'autre, non. Le président, je vais en passant, le président a demandé l'aide de l'armée kenyane au président du Kenya. J'ai vu un de vos confrères passer à la télé pour dire que nous sommes 8e. Comment on peut demander de l'aide à une armée qui est 12e? Ne vous en faites pas, les Kenyans ont de l'expérience en matière de la lutte contre le terrorisme. Ils ont vaincu les Chebab. Donc, et ce sont les mêmes méthodes qu'utilisent les forces négatives à l'est du pays. Et surtout que la plupart, là, je ne voudrais pas entrer dans ce débat-là, comme ça s'est passé à l'Assemblée nationale, la plupart des commanditaires de ces tueries se retrouvent ici dans des salons UP avec nous à Kinshasa. Mais je voudrais relever ceci. Un étranger, qui qu'il soit, aussi fort que soit-il, ne pourra jamais nous défendre comme nous-mêmes nous le devons. La France peut, en fait, nous accorder un soutien matériel, un apport au niveau matériel. Nous savons qu'aujourd'hui, parmi les constructeurs aéronautiques, il y a la France qui a des hélicoptères, des très bons hélicoptères de combat. Donc, ils peuvent, dans ce sens-là, nous donner un soutien logistique, un soutien financier, pour que, vous savez que notre pays a vécu longtemps sous l'embargo sur les armes. Je ne crois même pas que cet embargo a été levé. Non, donc, et puis, vu notre économie, on ne peut pas acquérir des armes aussi puissantes bien qu'il y a eu un effort considérable du temps du président Joseph Kabila, qui a au moins fait en sorte qu'aujourd'hui nous ayons la 8e armée en Afrique. Mais vous savez que les rangs et les places qui sont octroyés, c'est suivant les humeurs. Mais en réalité, sur terrain, on ne sent pas ça. On ne sent pas que... bon. La France, c'est vrai, c'est un pays qui a connu beaucoup de guerres, et qui a connu beaucoup d'expériences de guerre, mais ce n'est pas une guerre comme la nôtre. Du côté de la guerre de l'Est, ça c'est une expérience vraiment typique congolaise. Il n'y a aucun pays, même l'Angola qui est à côté, n'a pas vécu une guerre aussi compliquée comme la nôtre. En Angola, on savait détecter qui est son adversaire, qui est dans l'autre camp. Mais la différence dans l'Est est que tous ces combattants-là vivent avec la population et ils sont protégés par la population.
et ils vont dans ces groupes rebelles parce que des fois, ils ne trouvent pas de quoi se nourrir. Ils se disent, avec une arme, c'est un emploi, c'est une garantie pour que moi aussi, je et surtout que maintenant, même nos députés sont quoi, sont indexés. Je tais les noms, mais une fois, il y avait un député provincial de Béni qui a fait entrer des conteneurs et des conteneurs des marchandises sans payer la douane, hein, usant des groupes rebelles. Ils ont créé un peu de désordre pour faire entrer les marchandises. Ce sont des pratiques courantes qui se passent de l'autre côté. Donc, vous savez, la France, c'est bien. Et la France pourra venir en aide, mais je ne vois pas un Français se sacrifier pour le bien de la RDC. En tout cas, ça c'est difficile, à moins qu'il soit mercenaire. Parce que les mercenaires sont payés pour mourir pour une cause qui n'est pas les leurs. Ils sont payés, mais un militaire français, et vous savez, c'est vraiment compliqué. Si on peut attendre quelque chose de la France, ce sera peut-être sur le plan logistique et sur le plan formation. Moi, je veux rebondir sur cette histoire-là de la France. Vous savez, ce que nous voulons maintenant dans la coopération, ce n'est pas que le Français nous dise « je vais financer autant dans tel secteur » et puis nous amener des Français pour gérer. Non, oui. C'est ce qui se passe dans les us et coutumes. Vous verrez, il y a des fonds, il y a les fonds de développement européens, fonds européens de développement, FED, qui arrivent, mais ce sont eux-mêmes les agences européennes qui sont recrutées pour eux. Non. Mais c'est une question de confiance peut-être, monsieur Jérémy. Mais comment on peut signer un contrat sans que tu aies confiance en moi? Non, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'incompétence dans ce pays. Il y a des têtes qui peuvent bien travailler. C'est que nous ne voulons pas. Ça veut dire quoi? La France te dit, je disponibilise 60 millions d'euros, mais il te dit comment utiliser les 60 millions. C'est ce que nous refusons. Nous voudrions que si coopération il y a, s'il y a des prêts, s'il y a des dons, que les Congos le fassent par rapport aux besoins des Congolais et non par rapport à ce que la France veut dicter au Congo. Monsieur Félix Kayembe, la France ne fait-elle pas partie du lot des multinationales qui sont pointées du doigt dans le pillage de nos ressources minéralogiques à l'Est? Je ne saurais pas vraiment confirmer cela, Madame Lilas, mais je pense que Emmanuel Macron, depuis qu'il est à l'Élysée, il a une autre politique par rapport à l'Afrique, si vous voulez, par rapport à notre pays, le Congo. Raison pour laquelle on avait qu'à voir cette rencontre qu'a eu lieu avant-hier avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'était une rencontre amicale, si vous voulez, où il y a eu de la sincérité. Je ne vois pas comment est-ce que la France peut être dans cette multinationale, mais je pense aussi, même si la France s'est retrouvée dans cette mauvaise entreprise, c'est aussi une question de se remettre en cause pour dire, cette fois-ci, nous devons coopérer d'une manière tout à fait directe et propre. Donc la coopération bilatérale, que ce ne soit pas par des voies un peu tortueuses. Le plus important, c'est de gagner proprement, que de se faire tuer ou soit tuer nos compatriotes pour prendre nos richesses, ou si vous voulez, utiliser certains pays voisins pour passer par là et puis prendre nos richesses. Mais pourquoi ne pas collaborer directement avec la République du Congo? Donc moi j'en appelle à ce que nous puissions être dans cette sincérité. Si vous avez besoin de nos richesses, nous avons aussi besoin de votre expertise. C'est dit donnant, comme on dit en droit, que vous puissiez venir signer des contrats tout à fait sincères et normaux pour que nous puissions vivre comme il se doit. Et vous pensez que c'est facile de régulariser une situation si c'est le cas? On est dans les oui. Si c'est le cas, vous pensez que c'est facile de régulariser une situation avec une personne qui est habituée déjà à se servir sans qu'il puisse y avoir disons, sans qu'il puisse y avoir de paramètres? Une personne qui a l'habitude de se servir, aujourd'hui vous lui dites, à partir d'aujourd'hui, pour que vous puissiez avoir ceci, moi je vous donne cela. Vous pensez que c'est possible de le faire? C'est facile, Madame Lilas, dès lors que chaque parti doit trouver son intérêt.
chaque parti doit trouver son intérêt. Je pense que le plus difficile, c'est quand on vous dit, écoutez, cette fois-ci, vous n'allez plus avoir ce que vous faisiez autrefois. Mais nous acceptons que vous aviez peut-être été à la hauteur à la cause de beaucoup de choses. Mais cette fois-ci, nous voulons que nous puissions formaliser cela dans un sens tout à fait normal. Là, c'est facile. Mais je pense qu'on dit aussi, l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. S'ils ont commis des erreurs et des fautes lourdes dans notre pays, tout en utilisant, si vous voulez, les pays voisins, mais cette fois-ci, c'est le président de la République lui-même, c'est le pays lui-même qui vous dit, écoutez, nous ne voulons pas que vous continuez toujours comme cela, sinon le monde entier voit ce que vous faites et vous pouvez avoir une sanction mondiale. Mais nous voulons cette fois-ci que nous puissions alors collaborer d'une manière tout à fait propre, État avec État. Je pense que c'est facile. Madame Lilas, je voulais aussi rebondir par rapport à la problématique de la sécurité. Je pense la sécurité d'un pays, des compatriotes, relève d'abord de la souveraineté nationale. Ça, c'est un fait. Mais il faut dire, lorsque l'on se sent aussi limité quelque part, il y a moyen que nous puissions faire venir certains pays en aide. Mais ce que j'aime ici, Félix Tshisekedi n'a pas dormi sur ses oreillers par rapport à la sécurité. Vous allez voir, madame, qu'il a envoyé beaucoup de gens à la formation militaire. Ça faisait depuis l'aube des temps qu'on n'avait pas encore les parachutistes congolais. Nous en avons. Il y a eu 3 au moins promotions qui ont été formées en Égypte, en Israël, et ils sont déjà en République du Congo. Pas plus tard qu'avant-hier, le président de la République lui-même a envoyé des troupes bien formées à l'est du pays. C'est que pour dire, on n'attend pas seulement la force kenyenne ou soit égyptienne, mais nous-mêmes, à l'interne, nous sommes en train de nous préparer. Il y a des questions qui doivent être trouvées solution par rapport à ça. C'est pour cela que nous disons, et oui, ils vont venir, c'est bien, mais déjà sur le terrain, vous êtes en train de faire quelque chose. Vous allez être mise au parfait, Madame Lilas. On a récupéré pas moins de territoires hier déjà, par nos forces armées. C'est que pour dire, nous sommes en train de travailler, mais puisque c'est une question qui doit être éradiquée une seule fois pour toutes, raison pour laquelle nous sommes en train de faire appel à d'autres pays. À tout ce qu'il faut, voilà. Bon, il y a une question là d'un téléspectateur à laquelle vous serez obligé de répondre vous tous. On commence par vous, monsieur Hussein Moutoké. Félix Tshisekedi on va demander de l'aide à celui qui est accusé d'être à la base de la mort d'Idriss Déby. Y a-t-il un paradoxe à cela? Non, en fait, je pense que notre frère a peut-être extrapolé, parce que dans cette question de la mort d'Idriss Déby, je crois qu'officiellement, il est tombé au front, n'est-ce pas? Parce qu'il faut rappeler ici qu'Idriss Déby, c'est un ancien militaire, n'est-ce pas? Et puis au-delà de ça, qu'il avait l'habitude comme ça d'aller au front, n'est-ce pas? Officiellement, on nous a dit qu'il est tombé au front, n'est-ce pas? Alors, ce qu'il dit en termes de ça, c'est encore dans des spéculations. On ne peut pas confirmer des choses qui n'ont pas encore suffisamment été prouvées dans un plateau sérieux comme celui-ci, qu'il s'apaise. Je crois que c'est ça même l'information officielle. Idriss Déby est tombé au front. C'était une habitude pour lui. Il partait toujours soutenir ses troupes au front. Et cette fois-là, il ne s'en est pas sorti. Et donc, au peuple tchadien, comme l'avait fait les chefs de l'État, nous souhaitons nos condoléances. Mais entre-temps, j'ai voulu aussi mettre un mot sur cette question de l'Est, parce que très souvent ici, nous avions toujours parlé des tueries, mais très souvent, nous n'avions pas mis l'accent aussi sur les prouesses de l'armée à l'Est, n'est-ce pas? Vous vous souviendrez ici que, au-delà du fait que il y a tuerie, parce que, en fait, vous rappellerez que les pays occidentaux, notamment les États-Unis, ont déclaré les ZDF comme des terroristes alliés au Chebab. Et raison pour laquelle vous voyez quand les chefs de l'État fait appel à l'armée kenyane, mon ami, mon co-débatteur Latsi dit que c'est une armée qui a combattu les Chebab pendant plusieurs années. Donc c'est une armée aguerrie dans ce secteur-là, dans cette manière, dans ce type de guerre, n'est-ce pas? Et au-delà de ça, ce que l'armée déjà sur terrain a récupéré beaucoup plus de bastions. Vous rappellerez de la Madina qui fut
la plus grande bastion des EDF. Plus de 20 ans qu'ils ont passé dans ce milieu-là. Mais aujourd'hui, cette base est en train d'ériger une base militaire, n'est-ce pas? Au-delà de ça, vous avez des territoires et des villages comme les Petits, les Kainana. Et récemment, ici, il y a même l'Ituri, où les peuples ituriens commencent même à jubiler de joie parce que maintenant, il y a suffisamment de troupes qui sont envoyées sur terrain. D'ailleurs, oui, vous vous souviendrez que dernièrement, on a parlé de plus de 2000 d'un bataillon de plus de 2000 hommes, n'est-ce pas? Et c'est ici les lieux de signaler que ce sont des unités comme mon frère Félix l'a dit, des unités très bien formées, des forces de réaction rapide qu'on appelle des commandos, n'est-ce pas, qui sont formés pour ce type de guerre. Donc on peut se dire qu'en ce moment, la guerre à l'Est est en train d'aller vers sa fin. Exactement, parce qu'il vous souviendra aussi que lorsque Sama Lukonde a présenté son programme au Parlement, il a bien précisé qu'il y aura aussi des mesures d'urgence comme la Constitution levée en matière sécuritaire, où ce sera une administration militaire qui sera installée à l'Est. On aura des gouverneurs militaires, des maires de la ville militaire, et ça, ça sera des zones comme ça, militarisées pour mettre fin, endiguer à cette histoire qui a décimé nos populations à l'Est. Mais il faut souligner ici qu'avec le balai diplomatique que mènent les chefs de l'État, cette affaire de l'Est de la RDC sera d'ici là le passé, retenu dans le passé. D'ailleurs, nous interpellons tout ce monde qui sont en train de manipuler les enfants, les élèves. Oui, on en parlera, c'est le deuxième sujet. Il faut savoir dire qu'ici, le chef de l'État n'est sommeil ni ne dort quant à cette question de l'Est. Et les moyens sont en train d'être mis à contribution, notamment avec le voyage récemment que le chef de l'État avait fait, qui obtiendra bientôt l'appui de la France et d'autres pays d'Afrique, comme l'avait précisé le président Macron, notamment des Kenyans et consorts. Espérons-le. Un commentaire par rapport à ce qui a été dit, par rapport à... Vous savez, quand vous accusez quelqu'un publiquement de meurtre, il faut avoir des preuves suffisantes pour... vous savez, c'est dans ce pays où on peut taxer les chefs de tout. Vous savez, Macron, c'est quand même un président de la République, d'une démocratie, donc on ne peut pas lui attribuer. C'est lui qui l'accuse de la mort d'Idriss Déby. A-t-il assez d'épreuves pour nous dire, avancer par rapport à... Vous savez, il ne faut pas dire des choses pour dire. Il faut les vérifier. Mais vous l'avez entendu, c'est quelque chose qui a été dit, c'est pas quelque chose que vous entendez sur ce plateau. Vous avez dit c'est une rumeur. Bon, et cette rumeur-là, on compte sur vous pour nous la démentir, ou bien pour nous... Non, moi je dis... On dément quand on a des preuves aussi, mais c'est pour une façon de lever un peu le voile pour que les gens aient une approche objective. Un monsieur sérieux ne décide pas sur des rumeurs. On ne peut pas décider sur des rumeurs. Ça, c'est déjà quelque chose que... bon, moi, je ne sais pas si Macron avait des problèmes particuliers avec Idriss Déby, mais si c'est pour la cause de pays, je ne sais pas. C'est deux pays. D'ailleurs, le Tchad, c'est parmi les chouchous de la France, qu'on ne se le cache pas. Donc, moi, je ne peux pas infirmer ou affirmer ce qu'il lui dit. S'il en a des preuves, tant mieux qu'il porte plainte. Il y a des tribunaux partout, comme il se sent lésé, il peut porter plainte contre Macron. Hein? Ça va de soi. Félix Kayembe, Idriss Déby mort, voilà Emmanuel Macron aux côtés du fils. La question qu'on se pose, c'est l'Afrique n'est-elle pas en train de tourner en rond avec les mêmes pratiques autocratiques, ça veut dire le même mode d'accession au pouvoir? Bon, vous savez, Madame Lila, je pense que Macron lui-même, lorsque le père meurt, le fils prend... Lorsqu'il a réussi les présidents de la République, il a dit nous soutenons la transition pacifique au Tchad, mais nous ne soutenons pas la succession.
Là, il s'est prononcé là-dessus. Mais par rapport à la question que notre téléspectateur a posée, je pense que si aujourd'hui il y a certaines personnes qui sont révélées par rapport à la mort du maréchal Idriss Déby, le président Macron fait partie. Pourquoi? Parce que, vous savez, au Tchad, il y a Boko Haram. Et Boko Haram sont des gens qui sont en train de tuer, comme ici chez nous, à l'est du pays. Et Macron, c'est parmi les gens qui combattent l'antiterroriste. Vous savez, même en France, avant-hier, on a vu encore cela. Et puis, vous allez vous en souvenir d'Adli Chebro, quelque chose comme ça. Adli Chebro, bon, j'ai oublié les noms. Charlie Hebdo. Ah voilà. Charlie Hebdo qui s'est passé encore en France. Et donc, la France aujourd'hui est avant-garde pour combattre tout ce qui est du terrorisme. Et au Tchad, madame, les messieurs Idriss Déby, le président, est mort au front. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, on venait de tuer autant de militaires tchadiens, on a tué aussi les Tchadiens. Il s'est dit, écoutez, étant chef de l'État, puis général, maréchal, il fallait qu'il puisse mettre sa tenue pour qu'il aille au front et combattre cela. Et si vraiment Macron y est pour quelque chose, je ne vois pas comment est-ce qu'il pouvait se déplacer, madame de la France, pour aller s'incliner devant la dépouille mortelle d'Idriss Déby et dire même que nous allons soutenir la transition pacifique. J'aurais même appris qu'il a donné l'occasion à la femme d'Idriss Déby et sa famille d'aller en France pour la protection. Donc je pense qu'il y est pour quelque chose, plutôt il est parmi les gens qui sont révulsés par rapport à cette mort-là. Et par rapport à cette succession au pouvoir, par rapport à la succession, je me dis, ce sont des pratiques que nous décourageons, parce que nous ne sommes pas dans un royaume où quand un président meurt, c'est son fils qui prend le pouvoir. Je pense que nous devons décourager cela. Et à ma connaissance, son fils fit le général de la garde républicaine de son père. Et c'est un monsieur qui a fait autant d'années au pouvoir. Et voilà qu'il va succomber automatiquement, son fils doit prendre le pouvoir. Et là, il y a eu au moins le non-respect de la Constitution. Pourquoi? Parce que quand je me suis informé, étant politique, analyste, on me dit que la constitution tchadienne donne droit au président de l'Assemblée nationale. Et la première des choses était d'abord de supprimer l'Assemblée nationale et puis neutraliser tout et accéder au pouvoir. Mais nous disons, c'est déjà consommé. Nous voulons qu'il y ait la paix au Tchad, qu'il organise les élections comme lui-même a dit pendant 18 mois et que les militaires puissent se retirer, que les civils puissent concourir à cela. Mais nous décourageons cela. C'est comme dans les églises, hein, c'est pas seulement... Et des partis politiques aussi, M. Jérémy vient de le dire aussi. Non, non, aux partis politiques, je comprends pourquoi Jérémy le dit, mais puis personnellement, chez nous à l'IDPS, il y a eu les votes aux primaires. Écoutez, madame, il y a eu les votes aux primaires. Nous sommes allés au Congrès. Félix Tshisekedi a gagné les élections au niveau des primaires et moi, je n'ai pas parlé des l'UDPS. Je pourrais prendre Marine Le Pen avec Jean-Marie Le Pen. Revenons en Afrique. Revenons à la merde. Oui. C'est pas question d'Afrique. J'ai voulu ramener ici et dans mon parti parce qu'il n'y ait pas les hommes d'ombre. Je n'ai pas pensé à... En fait, je vais dire ceci. Du père au fils, ce n'est pas seulement les systèmes africains. Vous allez voir, Jérémy venait de le dire. Pour Marie Le Pen avec son... Ici, nous devons faire un effort pour que celui qui a des compétences, non seulement celui qui a des compétences, qu'est-ce que dit le règlement d'ordre intérieur, les statuts, qu'est-ce que dit la Constitution ou les constitutions de la République. À ce moment-là, si vous avez toutes les constitutions des pays, vous allez vous rendre compte qu'on est déjà géré. Mais quand on doit violer les constitutions de la République, les gens font tout ce qu'ils veulent pour s'imposer, ça pose problème. Comme chez nous, nous avons la constitution de la République, nous devons aussi respecter cette constitution pour qu'il n'y ait pas de soubresauts de part et d'autre. Est-ce que Félix Tshisekedi, en tant que président de l'Union africaine, peut changer quelque chose à cela, à ces pratiques autocratiques-là? Je crois qu'en démocrate, d'abord, le président Félix Tshisekedi, d'abord, est le symbole d'une
alternance, d'une première alternance démocratique dans notre pays. C'est celui-là qui a grandi dans un parti politique où on prône la démocratie comme mode de gestion. D'ailleurs, vous avez suivi sa déclaration en France. En tant que président de l'Union africaine, il a dit soutenir les systèmes démocratiques et non comme ça se passe de l'autre côté avec la junte militaire. Au-delà de ça, il faut savoir que avec le président Macron, ils ont soutenu une transition avec les civils inclusive où il y a les politiques, la société civile et consorts qui doivent se mettre ensemble pour constituer un gouvernement de transition qui pourra gérer pendant 18 ans après des élections, n'est-ce pas? Pas 18 ans, mais 18 mois, je précise, après, pour gérer les élections. Donc, soutenir les systèmes démocratiques, ça c'est ça le credo du chef de l'État en tant que président de l'Union africaine, et c'est la démarche de l'Union africaine. Je crois que des pourparlers sont déjà en phase pour mettre tout le monde à table au Tchad, les politiques, la société civile, la junte militaire, pour enfin mettre en place un gouvernement inclusif, plutôt une transition pour aller dans un système beaucoup plus démocratique. Donc c'est dans ce sens-là, mais je pense qu'à ce stade aussi, il faut préciser que ce sont des pratiques à décourager dans notre pays, en Afrique, n'est-ce pas? Estimer que lorsque le président de la République meurt sur son fils qui doit... un champ d'honneur, ou soit qu'il puisse avoir des problèmes de santé, que le fils puisse automatiquement arriver au pouvoir, au-delà de tous les principes établis par la Constitution, comme cela s'est fait avec la junte militaire au Tchad. Ça, ce n'est pas à soutenir. Mais en contrepartie aussi, il faut savoir que si déjà, il ne faut pas condamner le fait qu'un fils, compétent soit-il, puisse arriver de manière régulière au pouvoir, quand bien même successeur de son père, mais si cela respecte le prescrit de la loi, les prescrits de la constitution de ce pays, je ne vois pas pourquoi est-ce que celui-là, étant compétent, ayant été élu démocratiquement, pourrait succéder à son père. Mais vous connaissez, monsieur Roussel, vous connaissez comment ça se passe, on va pas se voiler la face. Hein. Quand on est chargé d'organiser des élections, ça veut dire qu'on les organise tellement bien qu'on met les voix qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que de vous à moi, le pouvoir, comme on dit, l'engio, pouvoir épée Sakawana. Vous pensez qu'une personne qui prend déjà les rênes du pays en ce moment, et 18 mois après va les lâcher comme ça? Madame, ce qui est vrai, c'est que c'est un sérieux problème en Afrique, n'est-ce pas? Parce que nous avions encore des présidents qui pratiquement maintenant ont plus de 30 ans au pouvoir. Ça, ce sont des choses à décourager désormais. Les systèmes, c'est celui le plus démocratique possible. S'éterniser au pouvoir, ce n'est pas une bonne chose. D'ailleurs, le président de la République lui-même... S'éterniser au pouvoir, ce n'est pas seulement africain. Je parle de l'Afrique parce que... Moi, je te dirais aussi Poutine, hein, il s'éternise au pouvoir. Est-ce que je peux continuer? Oui, continuez. Vous parlez de Poutine alors que Poutine, nous savions qu'il y a eu cette alternance-là démocratique. On connaît l'alternance. Seulement, une chose est vraie, c'est que s'éterniser au pouvoir, ce n'est pas une bonne chose, n'est-ce pas? Ce n'est pas encourageable. C'est épuisant comme le chef de l'État l'a dit. C'est épuisant comme on le verra en 2023 si c'est épuisant. Au-delà de ça, exactement. Non, en fait, il ne faut pas parler de 2028. Parce qu'il faut parler de 2028 parce que la Constitution dit clairement, oui, évidemment, 2 mandats, oui. La Constitution parle de 2 mandats, n'est-ce pas? Au-delà de ça, ce que... D'ailleurs, le premier n'est pas encore... à sa moitié. Bien sûr, non, mais c'est un débat, on peut oui, pas parler de raison pour laquelle vous voyez. On laisse travailler d'abord. Vous verrez que c'est beaucoup plus en termes de décision, de respect de la loi, n'est-ce pas? Et vous vous souviendrez que c'est d'ailleurs ces cas pour que beaucoup de pays commencent à prendre, notamment la Tanzanie, la RDC qui fait partie désormais de ce pays où il y a l'alternance démocratique. Vous avez les Ghana qui connaissent déjà belle lurette cette question, n'est-ce pas, les Sénégal, les consorts. Donc, ce n'est pas encourageant, mais seulement, nous disons, si le fils est compétent et qu'il vient après son père démocratiquement avec tout le principe arrivé au pouvoir ayant gagné des élections,
je ne vois pas les mal quand il ne suffit pas d'être fils. Il faut plutôt respecter le principe démocratique. Arriver au pouvoir, pour un fils qui succède son père, c'est pas mal. Mais c'est mal quand c'est pas respecté, quand c'est pas respecter les principes de la Constitution, comme cela s'est fait au Tchad, où on a supprimé les Sénats, on a supprimé l'Assemblée nationale. Voilà, ça présage déjà l'avenir. Bon, on va quand même rester avec vous, Monsieur Jérémy, sur cette question. Hein. C'est vrai qu'on en parle parce que le président Tshisekedi est président de l'Afrique et qu'on se demande s'il peut faire quelque chose. Alors, avec la mort d'Idriss Déby, vous ne pensez pas que ça va ralentir un peu ce processus qu'il y avait au Sahel de pouvoir implanter la paix? Vous savez, le Sahel, c'est une région déjà très compliquée, en proie depuis longtemps aux djihadistes. Et ce qui est vrai, le président tchadien Idriss Déby était vraiment un frein, un verrou, parce que n'eût été sa force dans le G5 Sahel, les djihadistes seraient déjà dans nos murs. Hein. Ça, c'est vrai, mais vous savez, cette histoire de coup d'État, apparemment, c'est ancré en l'Africain, la succession et non le choix. C'est ancré en l'Africain. Il faut tout, surtout au niveau de l'Afrique centrale. Je prends à titre exemplatif le Gabon, où en sommes-nous aujourd'hui. Il y a le Congo d'en face, bien que l'éternel Denis Sassou Nguesso. Ah, vous aimez beaucoup le prophète. Hein. Donc, ouais, parce que son écran prophétique voit des choses. Vous savez, bien que le président Denis Sassou Nguesso a été réélu pour une énième fois, mais il y a déjà, il prépare déjà une succession, qui viendra de sa famille. Si ce n'est son fils qui est député, qui bat Christelle. Voilà, vous le citez, Denis Christelle, qui est déjà qui on sent ce vague-là, ce vent-là, d'un présidentiable. Et je saute au Gabon où son petit-fils. Oh là là. Son petit-fils, le fils de la regrettée voilà, Edith, qui aujourd'hui monte en poupe pour remplacer son frère. Donc il y a des familles destinées à être... Alors comprendrons là, nous par là qu'on n'a pas compris ce que c'est la démocratie encore en Afrique. C'est ce que je dis, en Afrique, la démocratie, ce n'est pas pour nous ce mode de gestion. C'est pas pour nous. Nous sommes appelés à des royaumes où il y a des successions. Hein, vous savez, moi je vois aujourd'hui comment les ministres sont dépaysés lorsqu'il faut effectuer une remise et reprise. Hein. Vous sentez que même celui qui a un poste de chef de division ou de directeur a du mal à céder même s'il va en retraite. On voit déjà même dans le Sénat ou à l'Assemblée avec les suppléants. C'est déjà compliqué. Toi, tu as été élu, tu vas comme ministre, on te débarque, tu viens, tu veux que les suppléants quittent. Cet esprit-là, nous n'en avons pas. Et moi, ce que je fustige au Tchad, c'est que le fils, le Mahatma Idriss, à 38 ans, et puis à 37 ans déjà, général 4 étoiles. Vous imaginez? Comme dit M. Roussette, peut-être qu'il a mérité. Non. Vous savez. S'il avait des vous savez, l'expérience vient avec de l'âge aussi. L'armée, les étoiles, on ne les gagne pas comme on va acheter de petits pains. À 37 ans, on se dit que ça c'est Il a terminé ses études à quelle année? Il s'est enrôlé dans l'armée Quel type de carrière il a eu dans l'armée? Vous posez la question aussi, monsieur KMB? Si, je me pose la question pour dire, il a terminé ses études à quelle année? Il s'est enrôlé dans l'armée à quelle année? Pour atteindre directement... On ne peut pas être... 4 étoiles. 4 étoiles quand même. À 37 ans. Qu'on se le dise. 4 étoiles, qu'on se le dise. Chez nous, on a combien de 4 étoiles? On en a combien? Il n'y en a pas beaucoup. L'Afrique est la même partout. Non, c'est ce qu'on se dit. Et si nous voulons la démocratie... Quand ça se bombarde dans la maison, ça donne ça. Agissons dans la démocratie.
Hein? Agissons dans la démocratie. Et déjà, moi, j'ai aimé la position du président de la République. Pour une fois, il a dit du haut de la chair en N'Djamena. Et c'est sa position d'ailleurs. Je comprends pourquoi notre ami a dit que c'est Macron qui est à la base de la mort d'Idriss Déby. Ce n'est pas cette position-là qu'avait Macron en N'Djamena. Hein, la position de la démocratie, ce n'était pas la position de Macron. Macron a changé sa position à Paris, lorsqu'ils se sont vus avec le président de la République. J'ai aimé parce que le président de la République a repris le même discours qu'il avait tenu en N'Djamena. Oui, parce que lorsque on va soutenir le pouvoir en place, ça veut dire quoi? Ce pouvoir-là n'est pas démocratique. Du président qui va soutenir un coup d'État. C'est bon. Je ne me cache pas, c'est un coup d'État. Parce que ce n'est pas le fils du président qui devait hériter, moi je pèse bien mes mots, hériter du pouvoir d'Idriss Déby. Il y a des mécanismes constitutionnels. Même si aujourd'hui l'ancien ennemi ou l'adversaire politique du président Idriss Déby est nommé Premier ministre au Tchad. Mais je ne vois pas. Ça, c'est juste pour nous rouler dans la farine que ce n'était pas une démocratie. Ce n'est pas une démocratie. Ce sont des pratiques que nous devons bannir. Alors, pour clore ce débat, oui. Je pense que nous devons laisser la chance à tout le monde. C'est-à-dire que vous soyez les fils du président, du DG, d'un ministre, que vous ayez la chance de compétir si vous avez les profils. Mais compétir, mais on parle d'un cas précis, on se demande comment ça s'est passé. En Afrique, c'est quoi? Vous l'avez dit. Lorsqu'on est fils d'un cultivateur, il est difficile d'atteindre un certain niveau de vie. Pourquoi? Parce que vous n'avez personne qui doit vous recommander, vous n'avez personne qui doit vous donner les grades ou les titres. Les termes Blanchet, bravo, voilà, Blanchet. Moi, je voulais que nous soyons dans un état où on donne la chance à tout le monde. Que vous soyez cultivateur chez moi à Kananila, au village, que vous soyez cultivateur, je ne sais pas, dans les Manono, et que vous aviez fait de bonnes études, que vous ayez la probabilité de travailler dans une entreprise, madame. C'est anormal. Un papa qui est cultivateur, il a fait étudier ses enfants avec les produits de son champ et que ses enfants ont terminé les études, très intelligents d'ailleurs, incapables d'être engagés. Et voilà, le même papa cultivateur, continue encore à soutenir ses enfants avec les produits du champ. Moi, ça me fait très mal. Non, Félix Mbela, il y a une question de vision, vous êtes d'accord avec moi? Un père cultivateur qui cultivait son champ avec la houe, oui, mais qui a donné la chance à ses enfants d'étudier dans des bonnes écoles et qui les a éduqués avec les produits de ce champ là, comme vous dites. Mais ces enfants là, quand ils finissent leurs études, c'est là même une des questions qui devait être posée au début de l'émission, quand on parle de ces renforcements de capacité de la jeunesse par la France. C'est peut-être une question qui m'a échappé, mais lorsque ces enfants-là, aujourd'hui, arrivent à avoir un diplôme, quand ils reviennent vers le champ de leur papa, ce n'est plus pour que la houe soit utilisée, c'est pour maintenant, enfin, je sais pas moi, avoir une vision. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, il faut des tracteurs, il faut cela. Et là, ça devient une entreprise familiale. Vous savez, des entreprises comme des Ford aujourd'hui, mais qui a commencé du père jusqu'à la 40e génération. Madame, je suis d'accord avec vous. Oui. Une personne qui a terminé ses études aujourd'hui, il faut dire que la personne n'a pas de moyens. Pour avoir des tracteurs, pour transformer ce champ au champ industriel, il faut avoir des moyens, madame. Et le FPI dans votre pays? Et le FPI en RDC, c'est quoi son rôle? Allez même à l'FPI, vous allez voir la catégorie des gens qu'on a donné des crédits. Ah ben justement, c'est la faute à qui? Vous voyez? Donc moi, je suis de ceux-là qui disent ceci. Nous devons encourager toutes les catégories ou toutes les classes sociales. Et ça, c'est le branchement. Il ne faut pas que ça reste seulement au niveau des enfants des ministres, des enfants des DG. Vous n'avez qu'à voir même dans les entreprises, madame, comment est-ce qu'il y a de la justice sociale. On est en train d'encourager, de favoriser certaines personnes et d'autres ne sont pas favorisées. Ici, madame, il y a un arrêt au niveau de la justice qui est rendu. On a arrêté l'ancien ministre de l'SPT avec son fils, madame. Vous vous imaginez un peu. Donc moi, je me dis, nous devons aujourd'hui... Il a pensé que son fils était compétent, comme l'a dit mon connaisseur. Non, est-ce qu'il était compétent? Il a bâti tout le monde. Oui, il a pensé, est-ce que son fils a bâti tout le monde sur les bancs de l'université ou de l'école? Je dis non. Et donc, madame, je dis, la chance doit être donnée à tout le monde, madame. C'est-à-dire quoi?
Cette classe politique, mon cher ami Jérémy, nous devons rééduquer cette classe politique et renouveler la classe politique. Mais c'est vous la nouvelle classe politique, justement. Félix Tshisekedi l'a toujours dit. Vous n'avez qu'à voir, même dans les gouvernements de Félix Tshisekedi, combien de jeunes. Vous n'avez qu'à voir les gens. Moi, je connais. Mais ces jeunes-là viennent avec quelle idée si c'est pas des branchements? Non, écoutez, madame, vous pouvez avoir une idée de détournement, une idée de ne rien faire. Mais avec l'état de droit, vous serez coincé. Et donc, je chute en disant, madame, avant que vous me posiez la question. Je disais, madame, voilà, nous devons donner la chance à tout le monde. Madame Lilas, comme toi, tu es la journaliste la plus compétente. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas... la plus, voilà. Moi, je dis la plus compétente. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas être dans un bon cabinet? Pourquoi? Parce que tu t'appelles madame Lilas Chilombo. Je vais à ce que, monsieur le président, vous nous avez demandé d'être exigeant envers vous-même, avec les autorités, que vous puissiez voir aussi, nous, les enfants des pauvres. Nous avons étudié avec ces gens-là, des enfants des ministres. Peut-être qu'ils n'étaient pas même intelligents que nous. Mais si aujourd'hui, ils sont des directeurs des cabinets dans les ministères, ils sont des DG des ministres, c'est parce que leur papa avait fait les noms. Mais nous, les enfants des pauvres, les enfants des Lumba, des cultivateurs, nous pouvons aussi donner quelque chose à la République. Alors, quelle est la facture de la France quelle est la facture que peut nous présenter la France dans toute cette coopération bilatérale? La facture que peut nous présenter la France, oui. Je pense que... c'est mettre la charrue avant les roues. Je pense que... Ce sont des questions. Je pense que il n'y a pas... Préparez-vous mais la question m'est posée. Oui, préparez-vous. Je pense qu'il n'y a pas une facture que la France doit nous présenter. Il n'y en a pas. Et nous ne sommes pas prêts à accepter une facture de la France, madame. Pourquoi? Parce qu'il faut dire d'abord que vous veniez de le dire que notre économie est faible. Et quand vous dites qu'il n'y a pas de facture, mais quand vous dites que c'est une coopération bilatérale. Non, c'est donnant, madame. Mais justement, facture. Non, écoutez, c'est-à-dire quoi? Nous avons la matière première. Oui. Ok? Vous nous dites que vous êtes incapable de transformer la matière première au produit fini. Oui. Voilà ce que nous allons faire avec vous. Quand vous dites nous, là, c'est la France. C'est la France. Oui. Et nous, les Congolais, on s'est dit, ok, nous disposons de la matière première à votre pays ou à votre pouvoir. Voilà ce que vous devez faire, que nous puissions gagner 50-50. Okay, et ça donne déjà quelque chose. Pourquoi le problème, c'est quoi, madame? Si vous nous facturez et que nous soyons incapables, nous sommes incapables d'honorer cette facture-là, donc nous continuons toujours dans cette économie de la perte. Mais nous ne voulons pas rester dans l'économie de la perte, nous voulons être dans une économie gagnante. Voilà. La question est à vous aussi. Madame, il faut préciser ici qu'ici, il ne s'agit pas d'une quelconque facture, des factures comme l'a dit mon co-débatteur ici. Il s'agit ici des partages d'expériences et d'intérêts. Il est très bien dit ici qu'il s'agit d'un accord bilatéral. Et quand vous voyez, depuis la venue du chef de l'État au pouvoir, il avait précisé qu'il va travailler avec le principe de gagnant-gagnant. N'est-ce pas? Nous avons la matière première. La France est une économie forte. Je viens de parler ici de la 6e au monde, n'est-ce pas? La France, je crois, sur le plan de l'agriculture, est suffisamment avancée, n'est-ce pas? Nous avons une terre potentiellement arable, n'est-ce pas? Et avec la zone économique qui a été établie ici au pays, n'est-ce pas? Je crois que l'expertise française aussi a sa place dans cette nouvelle politique de l'agriculture au pays, n'est-ce pas? Il y a aussi la question de la pêche, n'est-ce pas? Donc, vous comprenez que ce sont des expériences comme ça, des échanges qui entreront en contribution, n'est-ce pas, dans cet accord bilatéral, n'est-ce pas? Maintenant, quant à l'enveloppe, quand vous parlez de l'enveloppe, ça, c'est peut-être la France qui va voir à son niveau, n'est-ce pas? Ce n'est pas à nous de supputer sur ces plateaux. La question sous-jacente, c'était de savoir si nous on allait, si c'était ça allait être win-win. Voilà, c'était ça la question sous-jacente. D'autant plus que cet soutien à l'économie post-Covid, n'est-ce pas? Je crois que la France en a parlé pour tous les pays africains, n'est-ce pas? Raison pour laquelle même il est prévu un sommet France-Afrique, dont le président de la République, qui est président de l'Union africaine actuellement avec les mandats, est allé représenter, n'est-ce pas, pour discuter de cette question, n'est-ce pas? Donc ici, c'est ça vraiment la véritable question. Maintenant, cette question de l'enveloppe, là, c'est purement pour une matière qui revient au gouvernement français, comme il a toujours été avec d'autres pays partenaires qui nous apportent toujours
un appui budgétaire conséquent, n'est-ce pas? Donc c'est ça un peu la question. Mais ici, il faut aussi souligner que cet accord bilatéral pourrait apporter aussi beaucoup pour des pays africains, notamment nous autres ici au Congo. Nous avions eu du mal à s'en sortir, surtout avec la question de la Covid. Très souvent, j'ai vu certaines personnes étaient en train de condamner le gouvernement en parlant même de dépassement budgétaire, en parlant de la question des réserves et d'échanges constants. Et tout le monde avait oublié qu'à travers le monde, il y a eu un coup fort donné par cette question de la Covid-19, n'est-ce pas? Et la France, ayant toujours un œil en Afrique, la France, étant toujours aux côtés des pays africains, n'est-ce pas, a estimé qu'il y avait certains pays qui ont été dans beaucoup de difficultés quant à cette question de la Covid, n'est-ce pas? Et des pays comme le nôtre, par exemple, où nous n'avions pas suffisamment de politique de respirateurs aussi pour exactement, et nous n'avions pas beaucoup plus travaillé sur la production intérieure, n'est-ce pas? C'est des bonnes guerres, parce que il vous souviendra que très souvent dans nos budgets, il y a toujours cette affaire de l'appui budgétaire qui vient toujours de l'extérieur. Donc c'est des bonnes guerres. Monsieur Jérémy? Partant de, quand vous dites la facture, bon, je dis que ces accords ont un coût. Il y a toujours un coût. La France ne va pas venir en RDC pour les beaux yeux du président de la République. Non. La France vient pour gagner. La France vient pour essayer d'avancer. C'est maintenant à nous de voir. Je vous ai parlé du CDD. Hein, on a un programme avec la France sur l'informatisation des ministères, sur la réforme. Mais je vous dis que 80% des ressources que nous donne la France rentrent chez eux. 80%. Pourquoi ils peuvent nous amener un accord, un contrat où ils exigent que les gens d'ici aillent dans des formations chez eux en France? Parce que s'il faut prendre 2 aller former en France et amener un seul formateur pour former 200 personnes à Kinshasa, il est avantageux qu'il y ait une personne qui vient former. On a assisté dans des réunions. On a assisté, je crois que j'étais dans une réunion au ministère du Plan sur la cartographie géomap des ressources de la RDC. Mais en discutant, je me suis rendu compte que l'expert qu'on nous a amené ici, le franco-tunisien, n'avait pas plus de la matière que moi. Il s'est dit d'abord, je me rends compte que vous avez tout ici. Pourquoi on a fait appel à nous? C'est une politique il y a longtemps où ils vous donnent l'argent pour le retirer après et vous laissent dans des endettements. Hein? Moi, je connais un peu. Mais alors, la question, c'est Félix Tshisekedi, ayant une expérience, quand je dis une expérience, pas sur terrain, mais ayant appris ça depuis, de toute cette, de la manière dont procèdent ceux qui viennent toujours vers nous avec une soi-disant aide. Pourquoi ne pas ne pas s'inscrire dans une logique comme quoi? C'est pourquoi moi je voudrais proposer ceci, qui est échange des compétences, qui est transfert. Au lieu qu'on prenne 2 experts d'ici pour aller en formation en France, qu'on prenne carrément un expert de là pour former, pour faire les transferts des compétences ici au pays. Si on doit nous amener... Jérémy, s'il vous plaît, par rapport au problème des compétences, moi j'ai toujours soutenu ceci. Il y a moyen que nous puissions importer les expertises, les compétences par notre propre moyen. C'est-à-dire quoi? Il y a nos jeunes gens qui terminent les études aujourd'hui, je crois, au niveau des humanités. L'État congolais peut mettre beaucoup de moyens pour envoyer ces gens-là dans des différentes disciplines à l'étranger. Et on nous a... Pas seulement à l'étranger. Écoutez, il y a une fois... Là, on peut dépenser moins et gagner plus. Ça veut dire quoi? On prend ces enseignants-là de l'étranger, on les amène ici. Le pays va beaucoup payer parce qu'il s'agit des expatriés. Non. Oui, les pays vont payer cher
parce qu'il s'agit des expatriés. Mais lorsque vous prenez nos pauvres enfants, comme la première dame... Mais à arriver là-bas, ils se mettent à prendre leur famille. Il doit y avoir, madame Hilas, il doit y avoir un contrat. Jérémy, s'il vous plaît, il doit y avoir un contrat qui doit être signé entre la famille de l'enfant et l'État congolais. Non, mais ce n'est pas la famille, c'est la personne. C'est une personne adulte. Mais la personne elle-même. De penser des si vous voulez, il doit y avoir un contrat qui doit être signé avec la famille d'abord et l'enfant lui-même pour dire vous partez et vous nous ramenez l'intelligence ici. À faire voir que on va voir celui qui va respecter ça. Mais vous ne respectez pas, si on importe les cerveaux d'ailleurs, ça ne va pas nous coûter. Il suffit de voir quelles sont les conditions qui sont de l'autre côté et que nous leur proposons un peu plus pour un professeur. Un professeur qui forme 200 étudiants ici, on ne perd pas l'argent qu'on va dépenser. Quand vous dites argent dépensé, vous parlez quoi? De son logement, de quoi? C'est ce que je me pose. Même la rémunération. Non, en termes d'abord, quand il s'agit d'un expatrié, vous payez cher. Le logement, ses vacances, sa famille, vous voyez un pays. Mais quand vous prenez notre propre enfant et vous l'envoyez là-bas... Mais vous le faites bien avec tous ces entraîneurs de football. Les entraîneurs qui sont vous le faites bien, pourquoi il ne faut pas le faire avec... Pour combien des budgets? C'est ça les problèmes. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Chutez, M. Jérémy, enfin... Un seul de là, il peut former beaucoup ici. Mais un seul n'est pas les détenteurs de toute la connaissance, de toutes les disciplines. Non, mais c'est ce que je dis. Par secteur. C'est ce que je dis, par secteur, mais vous ne pouvez pas prendre autant. C'est beaucoup. Lorsque vous prenez nos cadres ici, ils vont en formation, mais ils ne font pas la formation. Tu les vois dans des boîtes de nuit. Tu les vois en train de sillonner tout Paris. Ce n'est pas pour la formation qu'ils sont partis. Qu'on se le dise. Il faut préciser aussi que le problème ici, c'était un problème de casting, n'est-ce pas? Même quand vous envoyez certains étudiants aller à l'étranger, c'est un choix. Combien sont allés étudier et sont rendus ici? Je prends par exemple la question avec les programmes Excellence, il y a la première dame. Vous voyez que ce sont ceux-là qui se sont distingués, qu'on a d'abord répertoriés. Ils passent un examen. Après cet examen-là, ceux qui vont réussir, c'est ceux qui sont envoyés. Il y a quand même des principes de choix, n'est-ce pas? Et cela contribuera au fait que lorsque vous envoyez le meilleur d'entre eux, ils vous reviennent. Ils vont changer de nationalité. D'ailleurs, ils vont changer de nationalité. Devenir des citoyens français. Il y a des clauses. Parce que vous ne l'étudiez pas dans vos propres frais. Ce sont les frais de l'État. Et donc il y a des clauses. Non, mais c'est parce que... Voilà, messieurs. Non, moi je parle pour l'État. Lorsque c'est l'État congolais qui vous envoie, il doit y avoir des clauses. C'est pas que vous partez à l'aventure. Donc vous devez d'abord au pays, vous devez à l'État congolais. Et quand vous terminez les études, vous êtes obligé de rentrer au pays pour appliquer cela au pays. Voilà, messieurs, on va prendre le deuxième sujet, juste avec une question, parce qu'il ne nous reste plus que 5 minutes, comme me fait signe la réalisation. On voulait parler de départ de la MONUSCO souhaité par la population de Béni. Et là, je reçois une publication du site actualité.cd qui dit que les élèves ont été dispersés par des tirs de gaz lacrymogène à la mairie de Béni. Et il y a quelqu'un qui commence, même Kabila n'a pas fait ça. Félix Karimbe. Merci beaucoup, Madame Hilas. Je pense que cette question de la MONUSCO, on a eu à pousser nos enfants à traverser la ligne rouge. Pourquoi? Parce que quand vous demandez le départ de la MONUSCO, c'est pas comme si la MONUSCO avait signé un contrat avec un individu. La MONUSCO avait signé le contrat avec l'État congolais. Et s'il faut que la MONUSCO puisse partir, c'est l'État congolais lui-même qui doit prendre les dispositions pour mettre fin au séjour de la MONUSCO ici, à la mission, si vous voulez, pour que la MONUSCO puisse partir. Moi, j'ai beaucoup aimé la sagesse du président de la République. Nous-mêmes, nous l'avions dit, si c'est plateau avec vous, Madame Hilas, pour dire qu'il ne fallait pas que l'on puisse pousser nos enfants à traverser la ligne rouge par la simple raison qu'il y a eu des tueries. Nous regrettons les morts, nous compatissons avec nos frères et sœurs, mais il y a une manière de faire en sorte que la MONUSCO puisse partir. Mais quand vous voyez les enfants qui vont aller siéger à la mairie, exposés aux intempéries, au risque même que ces gens-là puissent s'y prendre la nuit, vous voyez la peur. C'est pourquoi moi j'ai dit... Et de là, les gazés comme ça? Les gazés, je ne sais pas trop, parce qu'il s'agit encore des réseaux sociaux. Non, c'est un site. Ça, c'est quand vous dites les réseaux sociaux, vous parlez de... Ça, c'est un site. Même si c'est un site, un site je n'ai pas sérieux. l'information exacte. Je vous la donne.
Oui, je vais vérifier après. Je vous l'ai dit, je ne vais pas vous mentir sur le plateau. Certains, s'il te plaît, certains sites. Je n'ai pas encore terminé, s'il vous plaît. Je ne dois pas me fier à ça. Laissez-nous le temps de. Vous avez un contact à Béni, vous allez appeler. Nous allons avoir des contacts. Nous demandons que les enfants méritent la protection, les enfants méritent la sécurité. On n'est pas dans cette république bananière ou de voyous où on doit gazer les enfants. Si cela ça est vrai, nous condamnons, mais le président de la République lui-même avait demandé que les enfants puissent rentrer au pays et à la maison, parce que lui-même, c'est un père d'abord, c'était le président de la République, l'a écouté, et il y a une solution qui doit être prise par rapport à ça, qui est en train d'être prise d'ailleurs. Mais nous disons aussi, madame, par rapport à la MONUSCO, il y a des manières propres où l'on doit demander le départ de la MONUSCO, si et seulement si elle est arrivée à la fin de sa mission. Ce n'est pas non, partez et puis on le fait. Vous savez, derrière ça, madame, il y a même des politiques qui sont en train de pousser les enfants. Oui. Faites ceci, faites cela. Mais leurs enfants sont en Europe, en train de traverser avec 2 millions de dollars. Et puis on va les arrêter, mais ils vont vivre. Voilà. Cette histoire de 2 millions de dollars, vous qui ne croyez pas à tout ce que racontent les réseaux sociaux, vous avez eu la vraie version maintenant que ce n'était pas 2 millions. C'était combien? Interrogez votre source. Non, combien? Je vous donnerai une réponse qui vient des réseaux sociaux. Non, madame, mais ce qui est vrai est que le monsieur a eu à traverser avec de l'argent et son fils. 2 millions, c'est ça. Monsieur Roussel Mutoké, les élèves qui font le sit-in devant la mairie exigent que Félix Tshisekedi vienne là, à Béni. Et il a répondu, le président de la République, que sa présence n'était pas nécessaire. Et ça a été confirmé aussi par le général Chirimwami Peter, enfin le général de l'opération Soukola 1. Comment vous trouvez cela? Je pense que d'abord, il faut commencer à préciser ici que ce n'est pas la présence du chef de l'État qui va mettre fin à la guerre. C'est plutôt le moyen, n'est-ce pas, qui vont concourir à mettre fin à cette guerre, n'est-ce pas? Et le chef de l'État a été clair. Il avait dit qu'il viendra dans les jours à venir, mais il est en train de travailler, n'est-ce pas, pour que les moyens suffisants en hommes et en armes, en logistique, puissent être mis en contribution pour mettre fin à cette guerre de l'Est, madame. Madame, il vous souviendra ici que notre armée est en train d'être suffisamment équipée, n'est-ce pas? Vous vous souviendrez ici de certains engins volants, notamment les hélicoptères et consorts qui ont été achetés pour l'armée, n'est-ce pas? Vous vous souviendrez ici que nous sommes en train de professionnaliser maintenant l'armée avec l'école des guerres, n'est-ce pas? Vous vous souviendrez que récemment, il a été installé un état-major avancé à Béni, n'est-ce pas? Récemment, vous vous souviendrez qu'il a été envoyé une troupe de 2000 hommes. Et ce n'est pas la fin. D'autres troupes iront encore, des commandos, des unités spéciales des forces rapides, des forces d'intervention rapide, n'est-ce pas, madame? Vous vous souviendrez ici que l'armée sur terrain est en train de récupérer beaucoup plus de territoires que possible. D'ailleurs, en Ituri, vous avez vu la population en train de jubiler de l'arrivée des nouvelles troupes de l'armée, n'est-ce pas? Vous vous souviendrez ici que le Kenya, lors de la visite du président du Kenya, on a parlé de l'appui du Kenya ici, n'est-ce pas? Donc, ce sont des moyens comme ça, le chef de l'État est en train de travailler dessus, que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan militaire, n'est-ce pas? Qui fait en sorte que cette guerre, le chef de l'État ne sommeille ni ne dort, il va mettre fin à cette guerre. Mais madame, il faut dire une chose, qu'on se le dise. Cette guerre, en fait, vous comprenez que derrière ça, il y a aussi la manipulation des politiques. Vous avez vu le président Bosso en parler à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il n'y a pas que le président Bosso. Je vous rappelle que lors de la plénière avec le bureau Mabunda, il y a eu une interpellation comme ça du ministre de la Défense. Et il y a certains députés qui ont aussi donné le même ton que Bosso à cette époque. N'est-ce pas? Et vous vous souviendrez que pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, lorsqu'on a créé cette commission pour aller mener des investigations sur terrain, la question évoquée, c'est qu'on a dû, certains députés ont émis le d'écarter les originaires, parce qu'étant cités
dans certaines activités, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, au-delà de ça, il faut préciser ici que cette situation qu'on est en train de vivre avec les élèves qui sont en train d'être manipulés par des personnes bien identifiées. Bien identifiées. Non, je ne dis pas bien identifiées. S'il te plaît, je suis en train de corriger. Ce sont des personnes qui, du reste, seront bien identifiées avec la commission qui est mise en place, c'est ce que j'allais dire. Donc, madame, vous comprenez que les élèves n'ont rien à voir avec cette affaire, ils sont tout simplement manipulés. Mais il faut préciser ici que cette affaire de la guerre à l'Est, c'est une guerre asymétrique. Voilà. Nous devons épargner nos enfants. S'il vous plaît, nous devons épargner nos enfants. Je n'attends que ça pour donner la parole à monsieur Jérémy. C'est une guerre asymétrique. Oui. Ça signifie tout simplement que vous n'avez pas l'ennemi en face. L'ennemi exerce des pratiques de terrorisme. Ça veut dire qu'il vit au sein de la population. D'ailleurs, madame, il y a certaines vidéos que nous avions vues où des civils détenir des armes. Donc, vous comprenez que c'est voilà. C'est un problème sérieux. Alors, pourquoi jusqu'à présent les services secrets n'arrivent pas à identifier tous ces politiques qui sont en train de manipuler ces groupes armés? Ça, c'est vraiment une question que je me suis toujours posée. Mais je ne vais pas y passer toute la nuit de toute l'émission dessus parce que, voilà, on n'aura pas de réponse. Monsieur Jérémy, la dernière question vous revient. C'est une question à laquelle vous allez répondre en tant que père, puisque vous l'êtes. Aujourd'hui, ces enfants sont devant la mairie, passant des nuits blanches à la belle étoile. Disons, les intempéries, les EDF, les moustiques, tout ce que vous voulez là, ils sont à la portée de tout ça. À qui incombera la faute au cas où quelque chose arrivait à ces enfants? De prime abord, je voudrais dire, le président de la République n'a pas dit qu'il allait rester à l'Est, à Béni. Non. Il a dit, je vais y placer mon quartier général. Un quartier général, c'est un poste avancé. Tout le monde le sait. Est-ce que c'est le président qui va en guerre? Est-ce que c'est le président de la République qui tient l'arme? Pourquoi pas comme Idriss Déby? Écoutez, il n'est pas militaire. Il n'est pas militaire. Idriss Déby était militaire. Là, on comprend. Hein? Non, que c'est la terre Joseph Kabila était militaire. Est-ce que vous l'avez déjà vu au front avec même le président Mobutu militaire de surcroît, on ne l'a jamais vu au front. Il allait rendre visite aux troupes et puis rentrer. Au front. Non, que c'est la terre a vu Joseph Kabila. Il était général. Vous l'avez vu là-bas? Il n'est pas là. Et puis, en passant, le président honoraire Joseph Kabila était à Béni et il y a eu des massacres. Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Il était sur place à Béni et il y avait eu des massacres à Béni. Et pourquoi les gens veulent seulement la présence de Tshisekedi là-bas? Lorsqu'on parle d'un poste avancé, ça veut dire il y aura un quartier général. Ils seront là pour les opérations. Mais moi, en tant que parent, je dis que ces parents-là ont failli à leur responsabilité. Parce que pour mes besoins, je ne peux pas utiliser comme bouclier mes enfants, comme bouc émissaire. Non. Ça, c'est une fuite des responsabilités énormes de la part des parents. Et je sais qu'ils veulent du sensationnel, mais on ne peut pas jouer avec la vie de l'avenir, de votre progéniture. C'est votre projection du futur. Donc, j'ai compris que les parents de Béni n'ont pas une vision du futur. Parce que s'il arrivait que tous ces enfants-là meurent, ce sont des visions qui disparaissent. Hein? Je veux vous dire que dans nos cimetières, il y a beaucoup de rêves qui n'ont jamais été réalisés. Et c'est ce que ces parents-là veulent pousser leurs enfants à avoir des rêves jamais réalisés. Il y a des enfants qui veulent être des Ronaldinho de demain, des Messi. Mais s'ils meurent par embuscade des EDF, ils vont priver les léopards d'un grand joueur. Je me demande si réellement ces parents-là aiment leurs enfants. Non, mais je crois que c'est de la manipulation. Son enfant mais comme je ça, voudrais chuter à la police. À la police, nous avons besoin d'une police professionnelle.
compétente. Les enfants, on ne peut pas les disperser à coups de gaz lacrymogène. Ça, nous condamnons et nous déplorons cette situation. Il faut que le commandant de la police et que la justice, en tout cas, fassent le travail par rapport à ce qui s'est passé. Il faut qu'on voie plus de lumière sur la situation de ces enfants. Et surtout identifier tous ceux qui sont... parce que quand on dit qu'une guerre est asymétrique, ça veut dire si déjà au sein de votre population, vous savez identifier qui sont les ennemis, facilement, eux pourront vous mener vers d'autres ennemis. Ouais. Alors, si ce n'est pas encore fait, c'est qu'il y a aussi un sérieux problème avec nos services secrets. Et là, nous le déplorons aussi. Merci, Monsieur Jérémy Lunga, d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Merci, Monsieur Félix Kaembe, qui est désormais notre invité, on va dire... L'invité du vendredi, voilà. Et merci aussi à vous, Monsieur Russell Mutoke, qui c'est votre deuxième passage sur le plateau du thermomètre avec Madame Lila Chilombo. Vous êtes souvent avec merveille. Merci, Madame. J'ai comme eu l'impression que c'est votre manière de faire. Vous m'aviez mis sur une liste noire. Non, mais pas du tout. Je suis très rassuré que vous avez levé l'embargo. Voilà. Merci beaucoup à toute l'équipe technique, spécialement au papa de Jorlinge, Bakar Bay le rêve. Merci à Géraldine Goma, merci à Depicho Kabasele qui a assuré de main de maître la réalisation de cette émission. Et merci aussi à vous tous. Allez revoir cette émission ce soir à 21h30 et pendant tout le week-end. Je vous dis à lundi. Au revoir.